Bonjour, bonjour. Au football, une compétition internationale est toujours une grande fête. C'est également pour les personnes les moins amatrices de ballon rond une bonne opportunité de tacler ce sport en désignant les salaires absolument démentiels des joueurs ou la bêtise crasse des supporters. À cette occasion, on a donc fréquemment droit à la bonne vieille tranche de pain rassis, le fameux du pain et du jeu, Panem et Circenses que l'on nous resserre à loisir et dont à terme on finit par être pleinement gavé. On peut très bien s'intéresser d'une part au football et d'autre part s'intéresser aux choses de l'esprit ainsi qu'à l'actualité. On peut ainsi être fervent supporter de l'Olympique de Marseille et être un rigoureux lecteur de Paul Gaden, par exemple. On peut aussi lire l'intégrale de Marcel Proust et suivre le journal télévisuel. Ah, on m'indique que le journal télévisuel fait aussi partie du cirque. Je souhaitais néanmoins dépasser mon petit exemple insignifiant afin d'évoquer quelques auteurs qui se sont intéressés de près ou de loin au ballon. Alors je pensais forcément à Camus dans un premier lieu, mais j'avais envie de me pencher davantage sur des écrivains comme Peter Esterhazy, Michéa ou encore Eduardo Galeano. Et c'est avec Eduardo Galeano que je voulais commencer mon petit cycle Coupe du Monde footballistique et traiter de son ouvrage Le football ombre et lumière disponible chez Lux depuis 2014 maintenant. Le football ombre et lumière, c'est un ouvrage qui a été unanimement salué par la critique et qui a inspiré nombre d'écrivains dont Michel lui-même qui avait rédigé à cet endroit un petit opuscule qui s'intitulait Les intellectuels, le peuple et le ballon. Eduardo Galeano était un écrivain, essayiste et journaliste qui est décédé en 2015 à l'âge de 74 ans et qui s'était fait principalement connaître en 1971 lors de la parution de son ouvrage Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Il s'agissait là d'un essai dans lequel il relatait l'exploitation de l'Amérique latine par les empires coloniaux, donc les puissances européennes dès le XVIe siècle dans un premier temps, puis ensuite par les États-Unis d'Amérique. Le football ombre et lumière paraît pour la première fois en 1995 outre-Atlantique et il faudra attendre 2 ans avant que les éditions Climat ne nous fassent parvenir une version traduite de l'ouvrage, traduction qui a été honorée par Jean-Marie Saint-Lut. Salut! Bien des années plus tard, en 2014, l'ouvrage reparaît dans cette version, donc la version de luxe, qui est également une édition augmentée. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un essai, ce qui pourrait éventuellement rebuter les lecteurs les plus frileux, mais davantage d'un recueil de textes courts, de chroniques qui excèdent rarement les 2 pages. On est donc très loin, par exemple, d'un ouvrage comme L'histoire du football de Paul Dietschi, qui était paru initialement aux éditions Perrin et qui est disponible en poche depuis d'ailleurs, et qui pour le coup est vraiment un pavé. Le football ombre et lumière est un ouvrage assez atypique dans le sens où s'entrecroisent à travers ses pages des considérations personnelles et des données historiques sur le football. On a de la sociologie qui se mêle à des impressions, à de la nostalgie, à du souvenir. Il est fait assez peu de place à l'objectivité. Tout d'abord, dans ce livre, Galeano tente de définir les choses. Ce qu'est un supporter, ce qu'est un arbitre, ce qu'est un ballon, ce qu'est un gardien de but, etc. Il les présente comme les éléments d'une dramaturgie, les acteurs d'un spectacle antique. Pour peu, on se croirait presque dans la tragédie grecque. Puis, il aborde les origines du football en Chine. Et de fil en aiguille, il dresse des petites histoires qui vont constituer la grande. En bon uruguayen, Galeano se penche principalement sur le football qui l'a fait rêver, celui de l'Amérique latine en général et le football uruguayen en particulier, notamment l'équipe d'Uruguay qui avait gagné la Coupe du Monde 1950, qui avait raflé ce titre ultime né à la barbe des Brésiliens en finale, et le Brésil qui avait donc perdu la finale à domicile, ce qui avait été pour le coup à l'époque un véritable drame, et vécu comme tel par tout le public, puisque le trophée avait été décerné aux Uruguayens dans un silence de mort dans le stade. Une déroute brésilienne qui fait tristement écho à celle que la Seleção a connue il y a maintenant de cela 4 ans, lors de la dernière compétition, lorsque la Mannschaft avait infligé le sévère 7-1 à la Seleção. Galeano profite forcément de cet ouvrage pour passer en revue les plus grands joueurs de l'histoire. Ainsi, il nous évoque des joueurs comme Di Stefano, Garrincha, Maradona, Müller ou encore le Brésilien d'origine allemande
Friedrich, joueur des années 1920 et plus grand buteur de l'histoire, plus grand encore que le roi Pelé lui-même. Il en profite également pour traiter du racisme, notamment à travers un épisode de la Coupe d'Amérique 1921, alors que le président avait interdit l'accès à la sélection à des joueurs noirs et métissés. Il avait donc formulé un décret de blancheur pour d'obscures raisons de prestige patriotique. Point noir accepté donc, ni de métis. Un comble quand on sait que les meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil sont des noirs et des métis, comme le rappelle assez justement Eduardo Galeano. Un amoureux du foot, Galeano déplore quelque peu la perte du beau jeu ainsi que la marchandisation à outrance. La publicité fait son émergence au milieu des années 50 et les joueurs deviennent donc des hommes sandwich par excellence. C'est pour l'auteur uruguayen une façon de mettre en lumière les facettes les moins reluisantes de ce sport qu'il chérit tant. C'est d'ailleurs le problème principal qu'ont les amateurs de football qui ont encore une espèce de conscience éthique, puisqu'ils ne peuvent que constater impuissants à quel point le football dérive. Simulation dans le jeu, joueurs qui jouent les divas sur et hors du terrain, argent roi partout, corruption, etc. C'est d'ailleurs tout le sens du titre, Ombre et Lumière. Ce bouquin, préfacé par Lilian Thuram, qui fait près de 300 pages, court jusqu'au Mondial 2010. Une note finale pour l'éditeur Lux, qui fait toujours du très bon boulot et qui n'a pas manqué à sa fidèle réputation pour l'édition de cet ouvrage, que vous devriez pouvoir vous procurer pour 19 € si le prix n'a pas évolué depuis la dernière fois, lorsque moi je me le suis offert. Donc je vous souhaite une très bonne lecture de ceci et vous dis à très bientôt. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu.